s'il persiste, ces officiers de police judiciaire, gendarmes ou policiers ne trouvent pas la personne, pour au bout d'un certain temps, ils vont rédiger ce qu'on appelle un procès-verbal de peine recherche et le transmettre au juge d'instruction. Et au terme des dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale, la conjonction de ces deux actes, délivrance d'un mandat d'arrêt et procès-verbal de peine recherche, opère mise en examen de fait, ce qui permet de renvoyer devant les juridictions correctionnelles les personnes qui sont en fuite en quelque sorte. Dans son dossier, j'ai le dossier complet, j'ai regardé toutes les codes de la procédure, j'ai bien trouvé un mandat d'arrêt qui est du 26 octobre 2012, mais il n'y a pas de procès verbal de peine recherche. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été mis en examen. Donc une personne qui n'est pas mise en examen ne peut pas être envoyée devant la juridiction de jugement et surtout ne peut pas faire détention provisoire. Ouais, ben voilà. Bien sûr. Donc, là, il est depuis plus de 3 mois en détention provisoire, parce qu'il n'est pas condamné. Donc, il est en détention provisoire. Il n'est pas condamné définitivement, il est en détention provisoire sous la responsabilité depuis le 27 mars 2020 de l'avocat général, du procureur général de la Cour d'appel de Poitiers, puisque je lui ai fait une lettre, on m'a répondu et j'ai dit mettez-le dehors tout de suite, puisque il n'est pas mis en examen, il ne peut pas faire de la détention provisoire. Ils veulent le remettre en liberté probablement, mais sous contrôle judiciaire, alors que s'il le faut sortir aujourd'hui, il sort sans rien. Ouais. Bon. Mais il existe des dispositions dans le code pénal en France qui prévoient que lorsqu'une personne est maintenue arbitrairement en détention, si la détention se prolonge pendant plus ou moins de 7 jours, c'est 10 ans de prison ou 30 ans de prison. Ah voilà, là il y a Jeannette qui nous appelle. Alors elle n'arrive pas à se connecter à Zoom, donc je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire 2 mots, Jeannette? Oui, non, j'arrive pas de me connecter. Ouais, elle n'arrive pas. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que Maître d'Angléan vous entendez? Je l'entends bien. Conférence un petit peu particulière avec Maître François d'Angléan, qui est maintenant le deuxième avocat de Stan Mayo, et Jeannette Siman, qui est donc la compagne de Stan Mayo, qui sont avec nous d'une façon différente, l'un par un contact visuel et l'autre par un contact audio. Et les distances aussi sont éloignées. Et les distances sont intéressantes, puisque Maître d'Angléan, vous êtes où, vous? Là, je suis à Saint-Denis, à côté de Paris. À Saint-Denis, à côté de Paris, et Jeannette est au Venezuela, à Caracas. Voilà. Et quelle heure il est? On va juste rappeler. Quelle heure il est au Venezuela, Jeannette? Attends, c'est 8h30. 8h30 au Venezuela. Ici, il est 14h30. Voilà, très bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est une idée de Jeannette, c'était de faire une vidéo sur l'illégalité en fait du procès qui attend Stan le 10 avril concernant sa mise en liberté et même le procès tout court, le procès qu'il accuse d'association de malfaiteurs, puisque il y a plusieurs raisons à cela et on va laisser Maître d'Angléan développer un petit peu, expliquer à tout le monde pourquoi ce procès semble illégal. Il est atypique, il est quand même très complexe, ce dossier. Il est complexe, mais on verra qu'il y a quand même 2-3 petites... Et puis avant de parler d'illégalité, il y a quand même eu un premier jugement et on est en appel. Donc on attend de cet appel que justement ce soit le moment que la justice soit reconnue et puis qu'il y ait... voilà. Force reste à la loi. Force reste à la loi. Alors on attend de l'appel effectivement qu'il relâche Stan. C'est une bonne transition justement pour laisser parler les maîtres. Donc, Maître d'Angléan, on vous écoute, vous pouvez nous réexpliquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Donc Stan Mayo est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Et ce qui lui est reproché, c'est qu'on lui reproche d'avoir voulu enlever les 3 enfants de Madame Sandrine Gachadoua. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a aucun élément matériel permettant de démontrer qu'une opération de cette nature aurait été organisée. Dans cette affaire, Madame Sandrine Gachadoua a été privée par décision de justice de la possibilité de voir et de rencontrer ses 3 enfants. Elle s'est donc adressée à Stan Mayo pour essayer d'avoir des nouvelles de ses enfants. Voilà, je crois que c'est l'affaire dont il s'agit et rien de plus. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que l'affaire a été confiée à un juge d'instruction et plusieurs juges d'instruction ont travaillé sur cette procédure. Le dernier juge d'instruction a signé une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour Stan Mayo, Jeannette Siman et puis 2 ou 3 autres personnes. Cette ordonnance a été signée le 18 juillet 2017. C'est l'acte qui saisit le tribunal correctionnel. Alors, cette décision de renvoi devant le tribunal correctionnel pose 2 très graves difficultés. On peut dire que cette ordonnance est entachée par 2 irrégularités très importantes. Première irrégularité, cette ordonnance a été rédigée par un dénommé Philippe Clarissou. C'est marqué sur l'acte, sur cette ordonnance, la dernière page, rédigée par M. Philippe Clarissou. Alors, M. Philippe Clarissou, il est censé avoir analysé la procédure et avoir vérifié qu'il y avait des charges contre telle ou telle personne. Mais le problème, c'est que ce M. Philippe Clarissou n'était pas juge d'instruction. Et il n'était même pas magistrat. C'est incroyable. Dans une première partie de sa vie, ce personnage a exercé la profession d'avocat et puis a été élu bâtonnier du barreau de Tulle. Ensuite, il a expliqué dans les journaux que il pensait à sa retraite et dans ces circonstances, il avait souhaité intégrer la magistrature. Donc, il semble qu'on lui ait permis de faire quelques stages dans des juridictions. Et c'est dans ce cadre qu'il a rédigé une ordonnance renvoyant 4 ou 5 personnes devant le tribunal correctionnel. Et cette situation est complètement illégale, complètement irrégulière. La juge d'instruction a signé l'ordonnance, mais l'ordonnance, l'analyse de la procédure, les charges pesant sur telle ou telle personne, ont été analysées par ce dénommé Philippe Clarissou, qui n'était pas juge d'instruction et qui n'était même pas magistrat. Première grave irrégularité. Et du reste, dans cette ordonnance de renvoi, on ne trouve aucune mention expliquant dans quelles circonstances aurait été mis en examen Stan Mayo. Et pour cause, parce qu'il n'a jamais été mis en examen. Ça, il s'agit d'une... Ouais. C'est une irrégularité même encore plus crasse, plus visible, plus explicite. Ouais. Une irrégularité insurmontable. Insurmontable. Alors, il faut dire une chose. Lorsque un dossier est géré par un juge d'instruction, il y a 2 manières permettant de mettre en examen une personne. Oui. Soit le juge d'instruction va auditionner une personne, lui expliquer qu'on se propose de la mettre en examen sur tel ou tel fait, recueillir ses observations, et puis au final, le juge d'instruction va dire je vous mets en examen ou je ne vous mets pas en examen. Autre possibilité, après avoir auditionné une première fois une personne, un juge d'instruction peut mettre en examen une personne en lui envoyant une lettre recommandée. Ça, c'est la mise en examen express. Il existe une autre formule qui permet de procéder à la mise en examen de fait d'une personne qui est en fuite, par exemple. Et dans ce cas de figure, ce sont les dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale qui s'appliquent. C'est la conjonction de 2 actes de procédure. Le juge d'instruction va délivrer dans un premier temps un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre une personne, en visant des faits précis. Ce mandat est remis à des policiers ou à des gendarmes, et après avoir effectué des recherches, si ces policiers et gendarmes ne retrouvent pas la personne qui est recherchée, eh bien, ces personnes vont rédiger un acte de procédure spécial qui est qualifié par le Code de procédure pénale de procès verbal de vaine recherche. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en fuite, la mise en examen s'opère de cette manière: délivrance par le juge d'instruction d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener, et procès verbal de vaine recherche rédigé par des gendarmes ou des policiers. Alors, dans cette affaire, effectivement, dans une procédure pénale de cette nature, toutes les pièces de la procédure sont codées, c'est-à-dire qu'elles sont numérotées. Donc, j'ai bien trouvé le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction le 26
octobre 2012. Il est coté dans la procédure, Oui. mais je n'ai pas trouvé dans la procédure de procès-verbal de vaine recherche. Et mon opinion, à la lecture, à l'analyse, après avoir analysé sérieusement ce dossier, mon opinion, c'est que ce procès-verbal de vaine recherche n'existe pas. Du reste, j'ai écrit une lettre recommandée au procureur général de la Cour d'appel de Poitiers pour lui demander si ce procès-verbal existe et s'il existe, de me le communiquer. Bon, ça fait une semaine, je n'ai pas reçu de réponse. Pas de réponse. Est-ce que vous espérez recevoir une réponse prochainement? Je ne sais pas, peut-être, mais si ce procès-verbal avait existé, et en plus, il faut qu'il soit coté dans la procédure, c'est-à-dire numéroté dans la procédure. Donc il y a une double défaillance puisqu'on ne le voit pas dans la procédure et que manifestement il n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu cette mise en examen. Je pense que ce procès-verbal n'existe pas. Donc si c'est le cas, eh bien Stan Maillot n'a jamais été mis en examen, donc il ne pouvait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel et il ne pouvait pas être placé en détention provisoire. Depuis le 31 janvier, oui. C'est le tribunal correctionnel de Saintes qui l'a déclaré coupable et qui a délivré contre lui un mandat d'arrêt pour le maintenir en détention provisoire. Une situation de cette nature est infiniment regrettable. Donc cette affaire vient devant la Cour d'appel de Poitiers le 10 avril 2020 à 9h du matin pour examiner la demande de remise en liberté et puis en principe, c'était ce jour-là, l'affaire devait être aussi évoquée sur le fond. C'est-à-dire que la Cour d'appel devait examiner l'appel contre le jugement de première instance du 31 janvier qu'il avait déclaré coupable. Mais, d'après ce que m'a indiqué le parquet général, l'examen de l'appel serait renvoyé au 19 juin 2020. Nous demandons que cet appel soit maintenu et que l'affaire soit examinée non seulement sur la demande de remise en liberté, mais d'abord sur le fond. Oui. Et sur le fond, qu'est-ce que je vais déposer des écritures pour faire remarquer qu'il n'y a pas dans la procédure de procès-verbal de vaine recherche. Faisant suite au mandat d'arrêt délivré le 26 octobre 2012, conséquence, il n'est pas mis en examen. Et par suite, la Cour d'appel sera obligée d'annuler le jugement de première instance du 31 janvier 2020, de confirmer l'annulation du jugement par défaut du mois de décembre 2018 ou janvier 2018, d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce qui le concerne, d'annuler le réquisitoire définitif en ce qui le concerne et de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction. Alors maintenant, c'est la Cour d'appel qui décidera de ce qu'il convient de faire, à tout le moins, si il n'est pas possible de faire plaider cette nullité de procédure et l'annulation de toute la procédure. La Cour d'appel a prévu de nous entendre sur la demande de remise en liberté. J'espère qu'il pourra être remis en liberté d'une manière ou d'une autre. Et il aura ensuite, si effectivement nous serons fixés le 10 avril, pour savoir s'il y a un procès-verbal de vaine recherche ou pas, s'il n'y a pas de procès-verbal de vaine recherche, il est clair qu'il a été détenu illégalement et irrégulièrement depuis plus de 3 mois, ce qui lui donne la possibilité, 4 mois. Il nous donne la possibilité de déposer une plainte contre les personnes qui sont responsables de cette situation. Une situation inédite, on pourrait même presque dire extravagante, baroque. J'avais déjà vu des pratiques de cette nature concernant un réquisitoire définitif. C'est une affaire que j'ai suivie au tribunal de Nantes. Et là, c'est le réquisitoire définitif avait porté une mention indiquant que c'était un stagiaire. Le réquisitoire définitif. Et c'était une affaire aussi rocambolesque, puisque 2 juges d'instruction avaient mis en examen 3 personnes sur un décret du mois de mars 1942. Ah oui, du temps où
Laval Ouais. gouvernait la France. Hein. Bah Donc oui. c'est complètement Ces pauvres juges surréaliste. d'instruction n'avaient pas été mis au courant que depuis plus de 70 ans, ces textes avaient été abrogés. Le reste, quand je lui ai demandé de me le montrer, il n'a pas fait semblant de passer sous le bureau pour essayer de le retrouver. Vous êtes en détention provisoire, vous pouvez 3 fois par jour déposer des demandes de remise en liberté. Ah, Et quand l'affaire doit être examinée devant une cour d'appel, s'il n'y a pas de décision dans les 4 mois, la personne doit automatiquement être remise en liberté. très bien. Ouais, quelques mois. Très bon à savoir. Parce qu'il a fait. Apparemment le ministre de la Justice aurait fait une circulaire indiquant que le délai de 4 mois, c'est plus 4 mois, aujourd'hui c'est 6 mois. Oh, bah, comme par hasard. Évidemment. C'est de la géométrie variable. Tout est confus, on ne sait plus. Le système est en train de s'écrouler. C'est de l'amateurisme. Et il y a quelques temps en arrière, j'ai défendu une personne qui avait déposé quelque chose comme 64 demandes de remise en liberté qui ont fait l'objet d'une seule et même décision. Et dans cette décision, la Cour d'appel avait oublié de statuer sur 13 demandes de remise en liberté. Eh ben d'accord. À l'issue du délai de 4 mois, la décision a été prise avant l'expiration du délai de 4 mois. Oui, Mais Bien sûr. toujours est-il qu'à l'expiration du délai de 4 mois, il y a 13 demandes de remise en liberté qu'il n'y avait pas eu de qui n'avaient réponse. pas été traitées. Voilà. Et vous croyez qu'on l'a remise en liberté? Non. Ben non, bien entendu. Non seulement on l'a pas remise en liberté, on devait le remettre en liberté, je crois, vers le mois de novembre 2018. En janvier 2019, le procureur général a déposé une requête en rectification d'erreurs matérielles pour faire modifier la décision qui avait oublié de statuer sur 13 demandes de remise en liberté pour la corriger et puis de maintenir en détention provisoire. Ben Voilà voilà. un petit peu le... Donc on peut corriger après coup si on Ah se rend oui, compte, bah voilà. si l'autorité judiciaire se rend compte Donc, qu'elle n'a pas, C'est très grave. Donc les rempli son lois devoir. sont à géométrie variable. Les lois, quand ça concerne les magistrats, on peut s'adapter. On peut s'adapter, on peut Voilà. s'arranger. Hein. Ah bah aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui la règle c'est on applique les lois quand on veut. Bah oui, Mais on y arrive quand même, hein. Et vous savez que bon, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Vous savez que je suis l'avocat le plus pourchassé de France, peut-être. Vous savez, j'ai 2 fois par des faux conseils de discipline, voilà. des décisions qui ont été annulées par la Cour d'appel de Paris. Et au total, sur ces 4 procédures disciplinaires, je suis relaxé à 100%. Bon bah tant mieux. Enfin, plus exactement, la dernière procédure que j'ai gagnée au mois de janvier 2019, le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis a eu le culot de faire un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation vient de prendre son rapport, le dossier passe à son pourvoi en cassation, il passe à la poubelle. Hein. Bon, Il s'appelle, pour la bonne information de nos auditeurs, il s'appelle Frédéric Gabet, chez lui. Et puis ensuite, comme je résistais à ces procédures disciplinaires, vous savez, quand ils veulent dégager un avocat, une procédure disciplinaire, l'avocat est radié, on n'entend plus parler. Hein. oui, Moi, j'en ai eu 4, j'ai quand même surmonté à 4 reprises. On m'a fait des procédures pénales sur des fausses accusations. Hein. Et bon, j'ai même été condamné une fois sur des infractions imaginaires. voilà. Vous imaginez, dans un conseil de discipline, vous venez, vous apportez votre dossier pour vous défendre. Bien sûr. Et bien là, je prends mon dossier à l'audience pour le consulter, voir s'il n'y avait pas des pièces qui avaient disparu, je suis poursuivi pour vol. Non mais C'est le monde à l'envers, hein. C'est C'est l'inversion technique des de troll. responsabilités, c'est la perversion à l'état Ouais, c'est pur. ça. C'est le système qui est À la exsangue et qui... française. Vous avez un téléphone portable, vous le posez sur le bureau, en partant, vous le mettez dans votre poche, on dit attendez, mais vous venez de voler un téléphone. Voilà. Et on vous poursuit. Alors qu'il vous appartient, quoi. Ils m'ont déclaré coupable, ils m'ont infligé 6 mois de prison avec sursis. Et une Ouais. fois que j'ai eu tout purgé, le procureur général de la Cour d'appel de Paris voulait me faire purger une 2e fois. Et en quel honneur? Qu'est-ce qu'il invoquait? À la tête du client, hein. Bon, Ah, j'ai voilà. fait annuler tous ces Comment il actes. s'appelle? Comment il s'appelle, Comment ce ça cher va monsieur? Alors lui, il s'appelle Michel Savinas. D'accord. Donc de Paris ou de Saint-Denis? De Paris? Alors lui, c'est
plus exactement, le procureur général de la Cour d'appel de Paris, c'est Madame Catherine Champrenault, Oui. et tous ces actes illégaux avaient été pris au nom de Madame Catherine Champrenault par Monsieur Michel Savinas. D'accord. Incroyable, mais vrai. D'accord. Et donc, quand c'est des magistrats qui font des choses illégales, elles ne sont pas poursuivies. Quand ce sont des magistrats, voilà. Oui. Que risquent-ils en fait? J'ai déposé plainte, c'est un faux. Mais non, le monsieur, il voulait me faire purger une deuxième fois. Et Mais ils ont sont-ils une peine. ensuite, eux, mis en examen pour exercice illégal de leur Du fonction? J'ai déposé plainte, mais le procureur ne poursuit pas. Pas de Ah bah problème. voilà. Ça a été classé sans suite? Bien sûr, c'est Ah, voilà, ça. d'accord. Une dernière chose. C'est allé très loin, puisque cet avocat général avait fait diffuser une fiche dans toute la France et m'avait fait inscrire sur le fichier des personnes recherchées par la police. C'est pas vrai. Mais ils ont vraiment peur de rien. On peut rappeler une chose qui est importante pour revenir au procès du 10 avril à Poitiers de Stan Maillot, c'est que c'est une audience a priori qui sera publique. C'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Tant l'audience sur le fond que l'audience sur demande de remise en liberté, en principe, c'est public. Voilà. Mais là, est-ce qu'on ne va pas empêcher les gens de rentrer dans le tribunal Prétexte du virus. Prétexte de risque de contamination de la justice et des magistrats. Bref, on n'en sait rien. Donc on verra ça dans pour une les élections, il n'y semaine. avait pas de souci. Pour les élections, ce n'était pas un problème, mais pour assister à un procès, apparemment le virus est plus contagieux, serait plus contagieux, c'est ça? L'élection, là, c'était une sacrée histoire. Hein. Et écoutez, j'ai vu que je crois qu'il y a au moins 3 maires. Vous savez que c'est le maire qui tient le bureau de vote. Oui. Il y a plusieurs bureaux de vote. Un bureau de vote va être tenu par le maire en général. Et en France, il y a donc 3 maires qui sont décédés et qui ont probablement attrapé la maladie dans des élections. Ah d'accord. Donc il risque d'y avoir des poursuites aussi, ça va être encore... On verra. De toute façon, toute cette histoire, toute cette pantalonnade va se terminer en des procédures. Il va falloir qu'on remette en place une justice normale et puis poursuivre les gens qui se comportent, qui dans l'exercice de fonctions publiques s'installent à leur compte. Parce que c'est ça au fond l'histoire. C'est des gens qui s'installent à leur compte. Avec la réforme des retraites, les avocats sont fortement pénalisés et ils veulent se défendre et ça entraîne des blocages au niveau de la justice. Ça entraîne pas mal de blocages. Voilà. Et payer plus de cotisations et avoir des pensions diminuer. Et donc personnellement, vous, cette réforme, elle va vous poser des problèmes, j'imagine, au niveau du financement, au niveau de... Non, là, si on doit payer plus cher et puis travailler plus longtemps et puis recevoir moins, la justice est en train de s'effondrer en Donc, France. le but recherché, ce serait justement de faire disparaître tous les indépendants, tous les petits qui, dans le sens noble, hein, je veux dire, des gens qui sont à leur compte, qui ne sont pas tous des stars qui peuvent se permettre. Et qui ne sont pas subventionnés par des lobbies. La plupart des avocats traitent des affaires courantes, mais très nécessaires. Des règlements de la vie, des divorces, des choses. Donc il y a une utilité sociale de l'avocat. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître que dans un jugement, 99% du travail est fait par l'avocat. Le juge ne fait rien. Il ne fait que regarder les plaidoiries et c'est lui qui, en fonction de ce qu'il lit, va juger. Mais une affaire, en fait, elle est faite par l'avocat. Va reprendre les argumentations des uns et des autres. Voilà, il ne va rien inventer. Il n'invente rien, il écrit rien. Lui, il est juge, il pense prendre la bonne décision par rapport à ce qu'il regarde. Mais techniquement, il ne fait rien. Il doit appliquer la loi et là, dans cette affaire, il y a des sacrés problèmes. Alors, autre détail dans cette affaire concernant Christian Stan Maillot, donc, nous allons probablement faire déposer une inscription de faux contre les réquisitoires définitifs, puisque ce réquisitoire explique que M. Christian Stan Maillot a donc été mis en examen. Si ce n'est pas le cas, cette mention est inexacte, elle caractérise un faux en écriture authentique. Alors, j'ai à mon cabinet d'avocat, c'est pas moi qui ai obtenu cette décision, mais au sujet, c'est une affaire qui concerne le docteur Michel Pinturault, et par ses motifs de la décision, dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Ce sont des procédures civiles
mais qui vise à faire déclarer que certaines mentions d'un réquisitoire ou d'une décision de justice elles sont inexactes et par conséquent qu'elles caractérisent un faux en écriture authentique. Et il n'est pas impossible que nous formions aussi une inscription de faux. Ce sont des procédures que nous ferons devant le tribunal judiciaire de Paris contre l'ordonnance de renvoi, dans la mesure où cette ordonnance de renvoi prétend que le dénommé Philippe Clarissou serait auditeur de justice. Voilà. S'il n'était pas auditeur de justice, cette mention serait inexacte dans une écriture publique authentique, et donc ça permettrait de faire déclarer faux en écriture authentique cette ordonnance de renvoi. Bref, c'est une procédure qui a été, à mon avis, traitée avec beaucoup de légèreté et par des personnes qui n'étaient pas des professionnels. Parce que on n'en renvoie pas devant une juridiction de jugement des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, avec aucun élément matériel, des affaires d'association de malfaiteurs. Bon, j'ai eu une affaire d'association de malfaiteurs. La personne n'avait rien fait du reste, mais c'était une affaire assez grave, puisqu'il y a eu l'enlèvement réel de 2 personnes dans le cadre d'un règlement de compte entre des trafiquants de stupéfiants. Une personne a été relâchée au bout d'une journée, l'autre au bout de 5 ou 6 jours, et il y avait eu une voiture qui a été volée pour faire cette opération, une autre voiture qui a été achetée pour faire cette opération, 2 autres voitures qui ont été volées. Il y avait 5 ou 6 personnes, mais tout ce petit monde avait des casiers judiciaires long comme le bras. Ça, ce sont des malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, ça ne concerne pas des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Et là, dans cette affaire, la personne qui a été le plus lourdement condamnée a pris 4 ans de prison ferme. Ouais. Et c'est vraiment un procès d'intention, c'est-à-dire il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il a été jugé, condamné, parce qu'ils estimaient qu'il aurait éventuellement commis l'acte. C'est ça qui est incroyable. On est dans le contexte film. des pré-crimes de Minority Report, Voilà, c'est ça. où on présume que la personne elle a une idée en tête qui est de faire un crime. Sachant qu'il a été arrêté à, je crois, plus de 600 km de l'endroit où... Parce qu'il a été arrêté. Voilà, ça n'a pas de sens. Je pense que ce n'est pas une affaire... Cette infraction ne pouvait pas être retenue parce qu'aucun élément matériel permet de démontrer des personnes se sont associées en vue de procéder à un enlèvement. Ça, ce n'est pas possible de maintenir une accusation de cette nature. Alors, on verra bien comment l'affaire va évoluer. J'espère qu'il pourra être remis en liberté. On peut l'appeler en prison et lui laisser un message sur son répondeur. Oui. Vous pouvez nous rappeler le numéro de téléphone si vous l'avez? Le numéro de téléphone, c'est... Il faut faire 2 manipulations. D'abord, il faut composer un numéro de téléphone en France. Oui. Et ensuite, il faut taper un identifiant. C'est une série de chiffres. Et là, vous avez la possibilité de lui laisser un message sur son répondeur téléphonique. 3 20 16 02 94. C'est la prison, ça. Ça, c'est le téléphone de la prison. D'accord. Et ensuite, vous avez un identifiant, une série de chiffres. Et en faisant, je ne sais pas si on le fait de manière vocale ou si c'est en tapant sur le clavier, mais en faisant cet indicatif, on a accès à sa messagerie téléphonique et on peut lui laisser un message vocal. Donc l'identifiant, la série de chiffres, c'est 44 33 56 36. Très bien, ça c'est une information utile, merci beaucoup. C'est en direct. C'est en direct. Très bien. Est-ce que on peut dire encore quelques mots sur la condition actuelle de Stan qui est en grève de la faim depuis 3 semaines? Il est malade. Je ne sais pas si Jeannette veut dire quelque chose à ce propos. Jeannette, tu as pu entendre la conversation même si c'était difficile de Caracas? Allô? Oui, malheureusement, j'ai été coupée, la ligne a été coupée plusieurs fois, donc j'ai pas tout suivi. On mais fera résumer. vous voyez, c'est assez extraordinaire ce qu'il dit Maître D'Angléan, non? Oui. Si Stan n'a jamais été mis en examen, ça veut dire sa détention illégale. Et donc, ça nous donne quand même beaucoup d'espoir pour le procès du 10 avril. Donc, il y a des dysfonctionnements, comme on voit sur toute la ligne. Ça avait commencé avec le mandat d'arrêt international, qui était en fait un enlèvement ici à Caracas, parce que le recours
dans le tribunal suprême de justice à Caracas, elle est toujours en cours à l'heure actuelle. Donc, voilà, et maintenant avec les nouveaux éléments, c'est très intéressant. Et par rapport à Stan, avec son grève de la faim, avec son manque de soins médicaux et dentaires, ça a été déjà le cas avant que le coronavirus arrivait. Donc, ça ressemble un peu à une volonté de ne pas lui apporter des soins. Parce que, bon, avec les tumeurs, c'est facile, on réagit tout simplement pas et le problème peut-être va s'arriver tout seul. Oui. Parce qu'il faut opérer, il faut faire une opération concernant surtout le tumeur dans l'oreille. C'est dans une oreille en particulier. Ça a été déjà diagnostiqué urgent ici à Caracas en novembre. Donc, comme il ne se passe rien, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, je suis inquiète. On ne peut pas toujours dire « Ah, c'est le coronavirus, c'est pour ça tout est paralysé ». Il y a une volonté quelque part que moi je vois aussi concernant l'alimentation là-bas. Je ne sais pas, mais à Sainte, ils sont quand même arrivés à la fin de lui apporter plus de fruits. Et là, il s'agit seulement qu'on puisse lui apporter plus d'aliments depuis l'extérieur, de juste permettre ça. Oui. Donc actuellement, c'est différent d'un établissement à l'autre. Des légumes, des à fruits, Poitiers, ça m'a l'air vraiment dur. Actuellement, il peut pas recevoir de nourriture depuis l'extérieur, hein, c'est ça, hein, Jeannette? Non, personne. Le règlement de la maison Larrette là-bas, c'est pas de colis en dehors des dates précises. Je crois c'est Noël, peut-être Pâques, je sais pas. Ah oui, je sais qu'il a engagé une grève de la faim justement parce qu'on refusait de lui donner l'alimentation qui correspond à ce qu'il souhaite manger. Voilà. Il veut pas manger les produits qui lui sont servis. Un plateau. Et il a pas cette possibilité de recevoir des fruits et des légumes de personnes qui seraient extérieures à la prison. Voilà. Et la prison, ils n'ont pas de fruits et légumes. Donc Jeannette, c'est ce que tu nous avais dit, à la prison, ils n'ont pas de fruits, pas de légumes? Ben, c'est ce qu'il dit Stan, il y a peut-être pas 5 fruits et légumes par jour, hein, comme il dit dans sa lettre, il y a peut-être 5 fruits et légumes par semaine si on a de la chance. Ouais. Donc c'est quasi rien parce que ça c'est son alimentation principale. Le reste sera juste utile pour le rendre plus malade qu'il en est déjà. Et lui, il peut pas manger comme tout le monde parce que sinon tout son terrain allergique va revenir et ce sera invivable. Oui. Et puis si son corps était habitué. Qu'il avait avant reviennent, c'est même pas la peine. Contre le froid, contre les acariens, et contre toute chose. Mais tout avait disparu puisqu'il avait mangé autrement, végan justement. Mais s'il doit manger comme tout le monde, maintenant, ça ne va pas le faire. Déjà, elle ne digère plus. Et si toutes les allergies qu'il avait avant vont revenir, autant se suicider tout de suite. Voilà. L'asthme et tout, ça va revenir. Dès qu'il recommence à manger du fromage, de la viande, il ne pourra même pas. Il ne peut pas le digérer. Il a essayé le poisson même à la prison, mais il n'a pas digéré. Donc, pourquoi manger ce qu'on ne digère pas? Et puis, ça ne doit pas être non plus de super excellence qu'on donne à la prison. Ouais. Ça doit être des trucs plats industriels en plus. Ça ne doit pas être du bio et du première qualité. Ok. Ah non. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, on n'a plus qu'à espérer maintenant que la loi soit respectée, que la justice reprenne son sens initial et que le 10 avril, Stan Mayo soit relâché. Tout était prévu d'avance. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait être condamné à cette longue prison, donc comme un arrangement qui avait été fait, et que finalement, tout ce qui se passait derrière, c'était des détails sans importance, à savoir si il y avait un papier qui était signé, s'il y avait une défense. Non, parce que de toute manière, il allait être condamné, comme si il y avait eu des scénarios écrits, comme si quelqu'un au-dessus avait donné des ordres en disant que cette personne, vous la prenez, vous la mettez en prison. Alors, oui, vous avez été au procès le 31 janvier à Sainte, vous avez vu, vous avez vu les questions des juges, vous avez vu ses réponses. Mais c'était incroyable. C'était vous-même qu'il n'y avait rien. Qu'ils n'avaient pas la moindre chose à dire. Il n'y a ni d'éléments matériels, ni intentionnels, ni rien. Il n'y a rien. Surtout, donc effectivement, ça a été déjà clair en avance.
surtout ce Il qui peut nous a dire ce qu'il choqué. veut, mais il est déjà coupable d'office. Voilà, c'est ça. Il était coupable Effectivement. d'office Et puis, et ils les ont- juges n'écoutaient pas Ils de ont toute révisé manière. leur condamnation première qui était au départ enlèvement et ensuite ça s'est transformé en association de Oui, voilà, malfaiteurs. parce Ça aussi, qu'enlèvement, ça montre. tenait pas la route. Ils ont posé toutes les questions. Il a répondu. Il ne s'est pas fait piéger. Ils ont essayé de tendre des pièges, mais en tout cas, il a répondu parfaitement. Et on se rend compte que finalement, quoi qu'ils disent, de toute manière, c'est ça qui avait surpris, que les gens vers la fin s'étaient révoltés, en quelque sorte. C'est que le procureur avait fait son réquisitoire et après 7h30, c'était le jugement du procureur sans une modification, même d'une virgule. Donc, ça servait à quoi? À faire une parodie Ouais, de défense. Et il aurait été lamentable ou excellent, c'était la même chose. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez, c'est juste Maître? un spectacle pour le public, en fait. Ouais. Ça sert à rien, c'est déjà clair d'avance. C'est eux qui décident. Je pense qu'on va terminer sur cette question. Effectivement, Ouais. dans certains dossiers, on s'aperçoit que on peut donner des bonnes explications, contester la régularité de la procédure. Ça ne sert à rien. On est dans une justice perdue. C'est plus une justice, c'est un système, malheureusement, et il va falloir changer ces pratiques parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça encore pendant des années à avoir des gens qui sont condamnés sans avoir rien fait. Voilà. Ouais, Je vous remercie. Merci pour ce Merci. mot de la D'accord. fin. Merci Merci pour tout, pour, Maître, et toute la bonne chance pour Voilà. le 10 avril. Jeannette, on Tout va ça. laisser aussi dire un mot dernier à mot de la l'avocat, à Maître François Daglion. Jeannette? Oui, merci à vous, merci à tout le monde. Donc voilà, vous avez entendu, on a de nouvelles espoirs pour le procès du 10 avril, qu'ils puissent retrouver la liberté. Et apparemment, donc si c'est pas au huis clos, théoriquement c'est possible que les gens ils participent, ils soient à l'audience. Voilà. Donc ça c'est intéressant quand même. Je sais pas dans quelle mesure ça peut être mis en pratique en France à l'heure actuelle, mais voilà, si c'est possible, s'il y a possibilité, c'est sûr, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on a beaucoup parlé de la libération de Stan, et c'est normal, libérer quelqu'un qui est en prison, c'est la priorité. Mais dans ce jugement, il y a aussi la condamnation pécuniaire. On est quand même surpris par le montant très élevé de l'amende, qui s'élève Quel est à le plus montant de déjà 12 000 € en tout, il me semble. Parce que pour chaque enfant, il y a une somme qui est versée, pour le père, il y a une somme qui est versée, il y a le remboursement. Quel est cet acharnement et comment on peut expliquer qu'une personne la petite Léa, c'est ça, qui a été interviewée 5 à 10 minutes, ce serait un tel choc que justifierait de recevoir 8 000 €? C'est quoi l'amende déjà exactement, Jeannette? Tu te rappelles? Je crois que c'est plus que 10 000 €. C'est plus que 10 000 €. Maintenant, le montant exact, je ne sais même pas parce que je ne peux pas suivre tout ça. Oui, bien sûr. Oui, mais bon, Moi aussi, je ne sais même pas à combien d'euros je suis condamnée moi aussi dans cette histoire. Mais c'est énorme. Et oui, il faut payer à tout le monde beaucoup d'argent et à Tony Calvo, Au père. qui s'appelle le tout petit de Sandrine Gachatois. Non, le Et petit. lui, il n'a même pas été là ce jour-là. Il n'a même pas été là, c'est pas grave. De toute façon, Donc c'est fou. Donc on donne. C'est d'extorsion. Ni queue ni tête. Et le père, il demande aussi l'ex-mari de Oui, parce que. Sandrine Alors, Gachatois. l'avocate qui s'appelait Maître Satan, Satan. oui, c'est exact. Satan, je me souviens. C'est un moyen de se faire de l'argent. Donc on peut enlever des gens qui ne sont pas là en fait. Verser de l'argent, il n'a même pas été là ce jour-là. De toute façon, ils sont pas Mais c'est solvables. pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On comprend rien. Oui, il n'y a aucun sens. Ok. Est-ce que on connaît ce père, c'est Gachadois, on a C'est déjà quoi parlé de Sandrine Gachadois, le nom le nom du père des enfants? Kaluo. Kaluo. Donc ils ont divorcé aujourd'hui. Et il a gardé la garde exclusive des enfants. Ils ont divorcé, c'est ça? Il a la garde maintenant des enfants? Oui. Ouais. Oui, Et la elle a garde aucun droit. exclusive des enfants. Elle a même pas le droit de séjourner dans le département. Et c'est fou. Hein. Ouais, la maman, elle peut Non, plus les c'est voir. ça. Ouais. Déjà, quand nous, on est intervenu dans le dossier, si on peut dire ça, donc en 2012, elle n'avait pas eu des nouvelles de ses enfants. Ça faisait déjà 1 an qu'elle n'avait plus rien entendu. Ouais, donc on a plusieurs années. Donc là, pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, j'imagine. Bah, je crois pas. Mm.
Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Qu'est-ce qu'il fait comme métier, le père? Il est sur les routes. Il travaille pour l'État. Tu sais pas, on va regarder. Ouais, non, ok, d'accord. Ok, Mais c'est pas quelqu'un de très haut niveau, c'est pas un magistrat, Mais c'est c'est pas. pas un notable, c'est Non, pas... Non. C'est quelqu'un de riche? Assez riche? J'en sais rien. Mais je pense que c'est une famille normale à la base. Je D'accord. pense pas que la fille Léa dénonce. Ouais. Le père et la grand-mère. Et est-ce qu'on sait s'ils sont en franc-maçonnerie? Après ce que j'ai compris, oui. Cette fois, je crois que... Bon, on est bon. On a a tout. toutes les infos, merci. Et puis, bon dimanche Bon alors. dimanche à toi, Jeannette. Hein. On croise les doigts pour... Oui, merci. On se tient au courant. Voilà. À bientôt. Allez. Hein. Au revoir. Bisous. Salut.